Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la commission gouvernance et éthique du Cercle Montesquieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je co-préside avec Claire Olive cette commission. Je suis désolée, elle est désolée de ne pas être parmi nous aujourd'hui. Je vous avouerai que quand j'ai rejoint Claire il y a un peu plus d'un an, je n'ai jamais imaginé traiter un tel sujet à la commission. C'est un sujet que je connais d'ailleurs très mal, mais nous sommes en très bonne main aujourd'hui avec le cabinet Racine et je suis comme vous toutes et tous intéressés à passer tout de suite au sujet vif du moment de Covid-19. À vous. Merci beaucoup, Catherine. Aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carla Di Fazio. Je suis associée au cabinet Racine, mais je suis aussi membre du conseil du Cercle Montesquieu en tant qu'ancien directeur juridique. Et j'aurai le plaisir d'animer en compagnie d'Élise Mial, avocat counsel, cette réunion qui va nous permettre d'évoquer la responsabilité qui pèse sur l'entreprise du fait du Covid, tant sur le plan pénal, essentiellement, mais aussi civil. Nous allons avoir le plaisir également d'accueillir Michael Machar, qui est un intervenant en santé-sécurité agréé auprès de la DIRECT, qui nous donnera son éclairage sur les notamment la protection du document unique d'évaluation des risques. Comme disait Catherine, nous vivons une période très particulière, avec une grande insécurité juridique, puisque nous devons appliquer des textes nouveaux, des recommandations du gouvernement, donc de la soft law, tenir compte de jurisprudence qui commence à se multiplier avec des enseignements très contradictoires. À vrai dire, qui devons à la fois consulter opérationnels, les gens et veiller à la conformité. Malheureusement, on ne peut pas dire l'avenir, mais nous allons essayer d'examiner le cadre juridique qui va s'appliquer au Covid, notamment deux grands ensembles d'infractions, ceux qui résultent d'une part des règles d'hygiène et de sécurité, donc c'est le corpus spécifique du Code du travail, et d'autre part celui qui résulte du droit pénal et qui concerne le risque causé à autrui, les blessures et homicides involontaires. Ces deux corpus peuvent servir de base en condamnation par les tribunaux. Avant cela, nous avons examiné les obligations générales et spécifiques qui pèsent sur l'employeur. Celles-ci résultent des lois et des règlements, mais comme je l'ai déjà dit, également de la soft law à travers les recommandations gouvernementales. Nous formulerons également des recommandations opérationnelles, notamment avec Michael. Vous allez donc pouvoir examiner le plan qui va normalement s'afficher voilà, devant vous avec deux parties essentielles, les prescriptions auxquelles sont contraints les employeurs et les sanctions évidemment auxquelles s'exposent les employeurs s'ils ne respectent pas ces prescriptions. Alors, les prescriptions principales se reposent sur une obligation dont vous avez certainement entendu parler par Alfleury maintenant dans tous les médias, c'est l'obligation générale de sécurité. Peut-être juste avant, Carla, on vous entend vraiment pas bien du tout. Et peut-être pour tous ceux qui n'interviennent pas, se mettre en mute pour qu'on entende mieux. Mais est-ce que ça va mieux là? Ah oui, un peu mieux, oui. Pas tellement de choix là. Bah oui, je comprends. Je vais continuer, on va voir si ça marche. D'accord. Très bien. Alors, merci Carla. En effet, c'est bien l'obligation de sécurité qui nous occupe puisque dans tous les médias, on ne parle que de ça. Pourriez-vous nous rappeler ce qu'est l'obligation de sécurité? Eh bien, pour savoir ce qu'est l'obligation de sécurité, on va directement regarder le Code du travail. Et donc, on en aura la présentation de la slide suivante. C'est l'article 41-21 du Code du travail qui s'affiche, qui pose finalement l'ensemble des dispositions qui vont s'appliquer et qu'on va retrouver tout le long. Cet article impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale des salariés. Alors, pardon.
Oui, je vous en prie. Euh, qu'est-ce qu'on attend de l'employeur au titre de cette obligation? Oui, tout à fait, mais on est passé à une slide qui n'est pas, la Ah, bonne. pardon. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, ce qu'on attend de l'employeur, on va le trouver dans un article qui est l'article suivant, c'est-à-dire le L 4121.2, qui va demander à l'employeur d'évaluer les risques en tenant compte de ses activités, de la configuration des locaux, des installations et aussi de la capacité des personnes, en prenant toutes les mesures utiles pour former ses salariés et limiter le risque. Donc, on a là, avec ces deux articles, l'ensemble du chapeau qui va couvrir tout ce que nous allons examiner. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on attend de l'employeur? Est-ce qu'on attend une garantie de la santé de ses salariés? Eh bien, écoutez, non, actuellement, on n'est pas sur une obligation de sécurité de résultat. Ça a été le cas à partir de 2002, les arrêts de l'amiante jusqu'en 2015, l'arrêt Air France, le 25 novembre 2015. Là, l'employeur était devenu, pour cette période, le garant de la réparation du préjudice, peu importait qu'il ait commis des fautes ou mis l'ensemble des moyens utiles pour la prévention. Depuis cet arrêt d'Air France du 25 novembre 2015, nous sommes sur une obligation de moyens qualifiés de renforcée, ce qui veut dire qu'effectivement, l'employeur va pouvoir battre sa propre responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les deux articles que nous avons précédemment indiqués. Et cela permet de limiter quelque peu l'engagement de l'employeur. Alors, parfait. Donc, on ne doit pas garantir que son salarié ne soit pas malade. On doit mettre en mesure toutes les mesures de prévention prévues par ces articles. Mais est-ce que vous pensez que ça va changer au temps du Covid-19? Écoutez, moi, je me pose la question de savoir si la jurisprudence qui a fait un pas en arrière de la responsabilité de l'employeur ne pourrait pas faire un pas en avant, surtout si elle souhaite protéger des salariés fragiles. En effet, on voit déjà une certaine activité qui émane des juridictions saisies et qui n'ont pas hésité à arrêter les activités sur la base de non-respect des obligations légales et de soft law, ce qui était déjà le cas passé, puisqu'on avait déjà vu sur ces fondements-là suspendre des réorganisations qui peuvent mettre en péril la sécurité et la santé des salariés. Donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait un retour en arrière. Et surtout, puisque nous avons des sanctions civiles et pénales que nous allons voir tout à l'heure. Il faut quand même signaler des syndicats patronaux ont demandé au gouvernement de créer un fondement spécifique à la responsabilité du Covid en se fondant sur la directive de 89. Donc, je pense que la crainte n'est pas totalement infondée. Et que cela a donné lieu d'ailleurs à une réaction de notre gouvernement par un décret du 5 mai 2020 qui définit les critères précis pour identifier les salariés vulnérables et qui risquent de présenter une forme grave d'infraction et pouvant être mis notamment en activité partielle. Ceci permet aussi à l'employeur de prendre les initiatives utiles pour démontrer que si on est toujours sur une obligation de moyens renforcés, il a rempli ses obligations. Une fois qu'on a vu ceci, je crois qu'il va falloir regarder, Élise, quelles sont les règles spécifiques récentes et notamment celles du décret du 11 mai 2020. Et nous allons donc passer avec le slide 4. Oui, merci Carla. Alors, comme vous l'avez rappelé, l'obligation générale de sécurité est l'obligation, on va dire, gouvernail de l'employeur. Et sur la base de cette obligation générale de sécurité, eh bien, le législateur et le Code du travail déclinent un grand nombre d'obligations spécifiques dont l'employeur est débiteur et qui sont sanctionnées pour la majeure partie pénalement. À ce titre, on trouve notamment le décret du 11 mai 2020 qui, pour la première fois, prévoit l'intégration de toutes les mesures barrières au sein d'un décret. C'est-à-dire que toutes les mesures barrières ont aujourd'hui valeur réglementaire. Et dans ces conditions,
elles peuvent être un fondement à l'engagement de la responsabilité pénale de chacun et donc de l'employeur. Donc, ça, c'est le seul décret qu'on a aujourd'hui identifié en dehors du Code du travail. Aujourd'hui, la majeure partie des règles spécifiques de prévention qui vont s'appliquer et qui vont pouvoir générer la responsabilité pénale de l'employeur se trouvent dans la partie 4 du Code du travail, qui est la partie portant sur l'hygiène et la sécurité que doit l'employeur à ses salariés. Et parmi ces précisions, ces mesures de prévention très spécifiques, on trouve, et ça paraît naturel, toutes les règles relatives aux équipements de protection individuelle. Au même titre que les mesures barrières, on voit aujourd'hui que toutes les entreprises se posent la question de fournir un masque, de fournir des gants, de fournir des blouses, des charlottes, des surblouses à leurs salariés pour qu'ils puissent accomplir le travail sur site. Eh bien, en raison de cette fourniture d'équipements de protection individuelle, tout un pan du Code du travail prévoit des règles spécifiques en la matière, et notamment des règles en matière de fourniture, de formation, en matière de consignes d'utilisation à respecter par l'employeur sous peine de sanctions. On voit d'ailleurs que l'entreprise Renault a récemment été condamnée par le tribunal judiciaire du Havre, civilement, mais quand même sur le fondement de ses principes, pour ne pas avoir formé les salariés qu'il avait fait revenir sur site vers la seconde quinzaine d'avril, parce qu'il n'avait pas organisé une formation spécifique au poste de travail sur les équipements de protection individuelle qui lui étaient fournis par l'entreprise. Donc, il faut être très vigilant sur ces règles-là. Merci, Élise. Je crois qu'il ne faut pas oublier d'autres dispositions spécifiques qui se sont aussi invitées au débat, qui sont celles relatives aux risques biologiques. Oui, en effet, il ne faut pas les oublier et ça a pu surprendre un grand nombre d'entreprises. Alors, celles qui ont l'habitude de manier des agents biologiques, moins. Mais pour les entreprises qui n'ont pas cette habitude, l'invitation de ces mesures de prévention au débat peut totalement perturber. Alors pourquoi ces mesures s'invitent au débat? C'est parce que, en fait, le ministère du Travail a reconnu que le Covid-19 avait la nature d'un agent biologique pathogène de groupe 2. Et que dans ce cas-là, les mesures spécifiques du Code du travail prévues en matière de prévention de l'exposition aux agents biologiques devaient s'appliquer dans certaines conditions. Alors, est-ce qu'on a eu déjà une application de ces dispositions? Oui, bien sûr. Merci Carla de le rappeler. En effet, le tribunal judiciaire de Lille a eu l'occasion de condamner une entreprise qui offrait des mesures d'assistance à domicile et Carrefour a été condamné par 3 fois car elle n'avait pas respecté ses prescriptions. Mais de quoi parle-t-on? Que sont ces mesures particulières qu'il faut appliquer alors? Alors, d'une part, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mesures, comme elles sont prévues par le Code du travail, vont permettre à l'inspection du travail, sur leur base, d'imposer à l'employeur des mesures de prévention spécifiques. Alors, quelles sont ces mesures de prévention? Ces mesures de prévention, déjà applicables à toute entreprise, impliquent l'obligation pour l'employeur d'éviter le risque d'exposition. Et pour les entreprises qui auraient identifié dans leur document unique d'évaluation des risques un risque spécifique lié au Covid-19, une batterie de mesures supplémentaires serait susceptible de s'appliquer, impliquant encore des mesures de formation, des mesures de prévention supplémentaires et des mesures d'identification particulière des salariés exposés au risque. Merci Élise. Et est-ce qu'on considère que toutes les entreprises actuellement sont concernées par ces dispositions particulières? Parce que ça fait un peu peur quand même. Oui, ça fait un peu peur. Alors, ce qui est certain, c'est que le ministère du Travail a déjà préqualifié les entreprises qui doivent obligatoirement appliquer ces mesures de prévention. Ce sont les entreprises du milieu hospitalier et les entreprises d'aide à domicile.
Maintenant se pose la question, quid des autres entreprises qui n'ont pas une activité hospitalière ou d'aide à domicile? Si on en croit le tribunal judiciaire de Lille, à partir du moment où les entreprises auraient identifié dans leur document unique d'évaluation des risques un risque spécifique lié au Covid-19, dans ce cas-là, elles seraient tenues d'appliquer toutes les mesures de prévention, même les plus contraignantes au titre des agents biologiques. À en croire d'autres ordonnances rendues par Le Havre ou par Aix-en-Provence, les tribunaux judiciaires, une distinction doit être faite selon les mesures de prévention déjà mises en place par l'entreprise. Si ces mesures permettent d'éviter l'exposition au risque, dans ce cas-là, on éviterait l'application de ces mesures de prévention. En tout état de cause, il faut vraiment être très prudent parce que ces mesures permettent un grand contrôle de la part de l'inspection du travail et on n'est pas à l'abri qu'une inspection du travail s'appuie sur ces dernières pour venir contraindre toute entreprise, pour le moment, de prendre des mesures liées au Covid-19. Merci Élise. Un vrai sujet de conformité potentielle qui surgit, ce d'autant qu'on a compris que le tribunal n'hésitait pas à suspendre l'activité, donc avec des conséquences financières qui peuvent être quand même assez importantes. Élise, ce que je vous propose maintenant, c'est de nous parler de la mise à jour des documents obligatoires. Je crois savoir que vous allez le faire grâce à Michael notamment. Oui, nous avons cette chance d'avoir un praticien avec nous. Alors, quand on parle de documents obligatoires, évidemment, on pense tout de suite au document unique d'évaluation des risques, qui est un peu le document star du moment. Mais j'aimerais tout d'abord commencer par une parenthèse sur les documents de sécurité qui doivent être, excusez-moi, je vais repasser à la bonne slide, qui doivent être régularisés impérativement par les entreprises en cas d'intervention d'entreprises extérieures. En effet, ces documents sont impératifs et sont prévus depuis longtemps dans le Code du travail et ils doivent nécessairement être mis à jour du risque Covid-19. Alors, parmi ces documents, on trouve notamment le protocole de sécurité. C'est un document assez mal aimé et pourtant, il doit obligatoirement être prévu pour toute opération de chargement et de déchargement entre les deux entreprises, celle qui charge, celle qui va fournir la prestation de chargement et déchargement et celle qui accueille cette prestation. Et il est d'ailleurs notable qu'un arrêté vient prévoir spécifiquement ce que ce protocole de sécurité doit prévoir. Ensuite, on a le plan de prévention des risques. C'est un document un peu moins méconnu et c'est un document qui doit être régularisé en cas d'intervention d'une entreprise extérieure sous deux conditions. C'est si la prestation dure plus de 400 heures sur 12 mois ou si la prestation concerne des travaux, implique une exposition des travailleurs à des travaux dangereux. Or, aujourd'hui, on voit que par travail dangereux, le Code du travail désigne les travaux qui exposent à des agents biologiques. Eu égard à la problématique du Covid-19, nous pensons aujourd'hui qu'il est impératif de régulariser un plan de prévention des risques pour toute opération d'intervention au sein de vos sites ou si vous deviez intervenir chez un client. Cela nous semble nécessaire, ça nous semble d'autant plus nécessaire que le tribunal judiciaire de Nanterre ainsi que celui du Havre ont condamné respectivement Amazon et Renault qui n'avaient pas intégré le risque Covid-19 dans leur protocole de sécurité et dans leur plan de prévention des risques. Alors, je m'adresse à Michael. Est-ce que vous, par expérience, votre expérience sur ces documents de sécurité, est-ce qu'ils sont régulièrement établis par les entreprises? Alors oui, effectivement, Élise, j'attire vraiment votre attention sur le fait que sur l'importance en fait de ces documents, que ce soit le protocole de sécurité ou le plan de prévention, puisque les risques viennent aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et de par mon expérience, je vois encore trop souvent soit des protocoles de sécurité, soit des plans de prévention qui sont soit inexistants, soit mal renseignés. Très bien, très bien. J'en finirai avec un troisième type de documents de sécurité, c'est ceux qui sont spécifiques aux chantiers de bâtiments et de génie civil.
Alors, dans ces chantiers-là, des documents appelés plans généraux de coordination et plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent être établis sous la responsabilité d'une personne particulière qui est le coordonnateur de sécurité. J'insiste quand même sur le fait que même si c'est le coordonnateur de sécurité qui les établit, c'est le maître d'ouvrage qui garde la responsabilité pénale de les faire établir et de les mettre à jour du risque Covid-19. Voilà, j'en ai fini avec ces documents de sécurité concernant les entreprises extérieures. Nous allons maintenant passer au document de sécurité qui doit impérativement être établi par toutes les entreprises et mis à jour du risque Covid. C'est le document unique d'évaluation des risques. Avant de passer la parole à Mickaël qui va nous expliquer en pratique comment ça se présente et comment ça doit être renseigné, je rappelle qu'en fait ce document unique d'évaluation des risques est un peu la matérialisation de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. En effet, dans ce document, l'employeur va être invité à identifier tous les risques existants dans l'entreprise, de les analyser et pour beaucoup d'entreprises, ce document prévoit les mesures de prévention qu'elle a déjà mis en place et qu'elle va mettre en place pour limiter le risque. Je laisse maintenant la parole à Mickaël qui va nous présenter un peu ce document. Et je vous illustre ce document par une slide que vous trouverez ci-dessous. Oui, effectivement. Donc, en fait, l'article 4121-1, mais en décret du Code du travail, nous parle du document unique. Il est dit que l'employeur transcrit et met à jour l'évaluation des risques dans un document qui s'appelle le document unique. Ça doit être fait par unité de travail. Alors déjà, la première chose, c'est de déterminer ce qu'est une unité de travail. Donc, on pourra parler d'atelier, d'équipe de travail, de service, de fonction, de métier ou de lieu de travail. Le découpage des unités de travail doit être réalisé selon les caractéristiques propres de son établissement, de son activité ou de son mode d'organisation. Alors, si on prend un exemple concret, on va parler de la grande distribution. Tout le monde va faire ses courses, tout le monde sait à peu près comment ça fonctionne. Une unité de travail, ça pourrait être la boulangerie, la boucherie, le service caisse, l'administratif, etc., etc. Une fois qu'on a déterminé effectivement notre unité de travail, on va lister toutes les situations dangereuses. La situation dangereuse, c'est du départ, c'est dès lors que j'arrive dans l'entreprise, dans l'établissement, jusqu'à ma sortie. Si je prends un exemple bête, pour aller ou pour me rendre dans les vestiaires, je dois prendre un escalier. Le fait de monter ou de descendre un escalier fait partie des situations dangereuses. Donc, sur l'illustration que vous avez en face de vous, sur la gauche, effectivement, vous avez l'intitulé situation dangereuse où on marquera monter ou descendre l'escalier, par exemple, pour se rendre au vestiaire. Le risque associé à cette situation dangereuse, ce sera le trébuchement, la glissade, par exemple. Ensuite, on va coter. Coter, c'est l'évaluation du risque. Coter par la fréquence. La fréquence, si elle est faible, ponctuelle, si elle est moyenne, élevée. Ensuite, on va coter de la gravité. La gravité qui est significative, critique, vitale. Et ensuite, comme vous disiez, Élise, tout à l'heure, on va mettre les mesures de prévention qui existent et celles qu'il faudrait mettre en place par rapport à notre expertise. Si on prend encore une fois notre exemple par rapport à la chute dans les escaliers, on pourrait dire, dans les mesures de prévention qu'on a mis en place, il y a des rampes. On a mis un affichage sur le fait de ne pas courir dans les escaliers. On a des marches antidérapantes. Par contre, on s'est aperçu, en faisant notre évaluation des risques, que la luminosité n'était pas suffisante. Le fait que la luminosité n'est pas suffisante, on pourra le mettre effectivement dans les mesures de prévention à mettre en place. Et pour ça, on va faire un plan d'action. On va dire qui va faire l'opération et pour quand. Ça, c'est pour l'évaluation des risques. Et une fois qu'on a fait cette évaluation des risques, on va dire si je maîtrise ou si je ne maîtrise pas mon risque. Très bien. Alors, donc, ce document, et c'est le gouvernement qui l'impose, doit être mis à jour du risque Covid. Alors, je vais juste préciser de la manière dont il doit être mis à jour au regard des textes, des recommandations, et après je vous redonnerai la parole, Mickaël, pour que vous nous donniez des exemples de mise à jour. Alors en effet, dans son question-réponse à destination des entreprises, le gouvernement exige aujourd'hui de toutes les entreprises qu'elles mettent à jour le document unique d'évaluation des risques de ce nouveau risque Covid-19.
On a vu d'ailleurs que La Poste ou encore Carrefour ont été condamnées parce qu'elles n'avaient pas mis en place ce document. Elles n'avaient même pas en interne un tel document. Et il ressort de la jurisprudence et des questions-réponses préparées par le ministère du Travail que quatre grands types de risques doivent être identifiés liés au Covid. Tout d'abord, le gouvernement nous incite à identifier toutes les situations dans lesquelles une transmission au Covid-19 pourrait intervenir. Il nous demande également d'identifier l'ensemble des risques psychosociaux pouvant être générés par le Covid-19. Il faudra prévoir également les risques liés, le cas échéant, aux réorganisations de l'entreprise effectuées du fait du Covid-19. Il faudra enfin également prévoir les risques liés au télétravail. C'est par exemple l'isolement social et professionnel, le matériel inadapté, etc. Ce qui est important, vraiment, et c'est la question clé qui se pose aux juristes aujourd'hui, c'est comment cette mise à jour doit-elle être effectuée. Le gouvernement, dans son question-réponse, nous indique qu'il faut y associer les représentants du personnel. Et aujourd'hui, et c'est encore ce qui fait couler beaucoup d'encre, c'est comment associe-t-on les représentants du personnel. On voit que beaucoup d'entreprises telles qu'Amazon, Carrefour ou encore Renault très récemment se sont fait condamner et se sont fait suspendre leur activité le temps qu'une analyse et une évolution du document unique ait lieu en étroite concertation avec les représentants du personnel. Il semble aujourd'hui, au regard de la jurisprudence, qu'on exige vraiment limite un consensus entre la partie employeur et la partie représentant du personnel sur comment évaluer les risques et sur les mesures de prévention qui en découleraient. Voilà, donc vraiment une grande vigilance sur le sujet. Il semble qu'une information-consultation ne suffise pas, qu'il faille une concertation. Mickaël, est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui comment on pourrait renseigner le risque lié au Covid, par exemple pour des entreprises du tertiaire ou des entreprises, des commerces de grande distribution, par exemple? Oui. Alors, déjà, la situation dangereuse, c'est le Covid-19. Vous voyez, donc sur la partie gauche, on mettra contact clientèle ou contact avec le collaborateur avec le Covid-19. Le risque associé, c'est l'agent biologique. Ensuite, on continuera à mettre notre cotation de fréquence, de gravité. Est-ce que c'est fréquent? Je vais prendre un exemple. Une hôtesse caisse ou un hôte caisse est peut-être plus souvent en contact avec la clientèle que quelqu'un qui est au standard, par exemple. Donc la fréquence va jouer en fonction de son travail ou de son poste de travail. Ensuite, on va mettre la gravité. La gravité, est-ce qu'elle est significative, critique ou vitale? Ensuite, dans les mesures de prévention existantes, on pourra dire, par exemple, tiens, on a annexé au protocole de sécurité dont vous parliez tout à l'heure, Élise, les risques associés au Covid-19 et aux opérations de chargement et de déchargement. On pourra annexer également les plans de prévention. On pourra dire, tiens, on a décidé de mettre en place des briefs sécurité tous les matins, dès la prise de poste et à la fin de la prise de poste. On pourra dire, tiens, on a affiché des mesures à respecter par le personnel, que ce soit le lavage de mains, que ce soit le port du masque, que ce soit le port des gants éventuellement, avec les modes opératoires associés. C'est pas le tout de donner effectivement des EPI, il faut encore associer le personnel à l'utilisation de ces EPI. Donc, et après, en faisant cet état des lieux, on pourrait dire encore une fois, on a demandé à ce qu'il y ait un nettoyage un nettoyage effectif, sauf qu'en fait, il faut le tracer, ce nettoyage. Il faut pouvoir dire, oui, j'ai bien nettoyé ma surface de travail. Donc, il faudrait mettre, par exemple, un affichage avec le fait qu'on a bien nettoyé notre surface de travail pour pouvoir prouver ce qu'on a acté quelque part. Donc, voilà quelques exemples, effectivement, de mise à jour par rapport au coronavirus et au Covid-19 dans le document unique. Très bien. Alors, une fois qu'on a arrêté nos mesures de prévention en association avec les représentants du personnel, la question qui se pose, c'est alors comment fait-on pour que ces mesures de prévention puissent être appliquées au mieux dans l'entreprise à l'égard de mes salariés?
Alors nous, notre recommandation, et c'est ce qu'on explique à nos clients, c'est que pour pouvoir respecter et justifier du contrôle de ces mesures de prévention, on conseille à nos clients de leur donner la nature d'une adjonction au règlement intérieur. Puisque une fois qu'elles acquièrent cette nature de règlement intérieur, l'employeur peut donc en contrôler la bonne application et peut éventuellement sanctionner les salariés récalcitrants. Alors attention, lorsqu'elles prennent la valeur de règlement intérieur, ces mesures sont soumises donc au régime du règlement intérieur et obéissent à des conditions de publicité et de dépôt. Elles ne peuvent également, en principe, rentrer en vigueur seulement qu'un mois après la mise en œuvre des formalités de dépôt et de publicité. Cependant, le Code du travail prévoit, en cas d'urgence, la possibilité de les faire rentrer en vigueur immédiatement, sous réserve de répondre à certaines conditions d'information du secrétaire du CSE, de l'inspection du travail et d'organiser la consultation a posteriori du CSE. En tout état de cause, que vous les fassiez entrer dans le champ du règlement intérieur ou pas, ces mesures vont souvent avoir comme conséquence une modification des conditions de travail des salariés. Et dans ce cas-là, on rentre à notre sens dans l'obligation de consulter le CSE, puisqu'en fait cela constitue une modification des conditions de travail. Nous alertons votre attention sur le fait que depuis le 2 mai 2020, le CSE bénéficie de délais de consultation beaucoup plus rapides. Aujourd'hui, on est sur un délai de 8 jours pour les CSE sans CSE central, alors qu'avant on était plutôt à 1 mois. Donc pour tout ce qui est lié au Covid, on peut quand même, aujourd'hui, le législateur nous permet de prendre des décisions très rapides. Alors, maintenant qu'on les a fait rentrer soit dans le règlement intérieur ou pas, il faut quand même pouvoir prévoir d'informer ou de former les salariés. Carla, comment se traduit cette information et cette formation qui sont, je rappelle, des prescriptions réglementaires du Code du travail? C'est nouveau pour le Covid, mais il devient d'autant plus important par le terme actuel de cette pandémie. Et d'ailleurs, Michael a déjà commencé à nous en donner un certain nombre d'éléments. On a effectivement 2 obligations, celle d'informer les salariés de toutes les mesures de préconisation qu'on a prises, et notamment de leur tenir à disposition le DUR. Donc, il y a moyen d'assurer, ainsi qu'on le fait habituellement dans l'entreprise, de faire de la diffusion de l'ensemble des documents qui ont été établis et qui puissent être mis à disposition de tous. Il est surtout très, très important de former les salariés et d'assurer l'effectivité de cette formation, le suivi. C'est donc important de voir, et là j'interviens comment cela est fait actuellement parmi les conseillers. Carla, on vous entend de très très loin. Michael, pouvez-vous nous donner des exemples? Alors, quand on parle de formation à la sécurité, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, pour le retour au travail des collaborateurs et des collaboratrices, on pourra afficher les règles associées au Covid-19 à l'entrée de l'établissement, par exemple, ainsi que dans les locaux, et dans les locaux normalement accessibles aux travailleurs. Vous voyez. Ensuite, on pourra suggérer l'accueil des collaborateurs par leurs responsables ou par un organisme de formation, par exemple, afin de donner les informations sur les mesures qui ont été mises en place. Vous voyez, sur les règles à respecter, sur comment se transmet le coronavirus, par exemple. On pourra mettre les réflexes à adopter, on pourra parler de la bonne utilisation des EPI ou encore de que faire des déchets. Vous voyez, donc en fait, cette sensibilisation, cette formation, elle est obligatoire et nécessaire dès lors que le salarié, quelque part, revient dans son activité. Merci, Michael. Je pensais également que pour les entreprises les plus en pointe sur l'IT, on peut aussi imaginer avoir des vidéos sur l'ordinateur ou des applications, en tout cas des éléments qui permettent aux salariés de s'approprier toutes ces informations et ces formations qui sont finalement très inhabituelles pour toutes les sociétés qui ne sont pas des sociétés ayant une activité potentiellement dangereuse comme l'activité du nucléaire a pu l'être,
ou les sociétés classées Céveso. Nous arrivons tous à devoir utiliser des protocoles beaucoup plus complexes et il est extrêmement important d'en assurer la formation effective et aussi le fait de pouvoir garantir que les salariés ont compris et sont capables de faire les manœuvres et les gestes qui leur sont demandés. Nous avons désormais fini les préconisations légales. Nous allons donc voir un petit peu quelles sont les sources de soft law, car là aussi nous avons un certain nombre d'éléments qui s'appliquent à l'entreprise et qu'il faut connaître. Donc elles s'affichent dans notre slide numéro 11. Elles sont articulées à travers les mesures d'organisation du travail des salariés, les mesures de prise en charge d'une personne symptomatique et des contacts rapprochés, les mesures de nettoyage. Donc, on attire votre attention sur le fait qu'il y a des guides métiers qui sont parus, qu'il y a des documents questions-réponses et qui s'ajoutent évidemment au fameux protocole national de déconfinement dont on a beaucoup entendu parler. N'hésitez pas non plus à regarder les sites de l'INRS ou de la CNIL, puisque là-dessus aussi, nous avons des fiches spécifiques qui sont parues. Pour cette dernière, nous avons notamment pour la CNIL des règles de collecte des données de santé par les employeurs qui ont été mises à jour, qui sont également là des guidelines qu'il faut absolument connaître et appliquer si nous ne voulons pas avoir des sujets et des symptômes, ainsi qu'on le verra tout à l'heure. Je vais à nouveau passer la parole à Élise qui va nous présenter des mesures relatives à l'organisation du travail. Et celles-ci vont s'afficher également sur notre slide numéro 12. Oui. Alors, en sus des prescriptions réglementaires, en effet, le gouvernement a souhaité aider les entreprises à reprendre dans les meilleures sécurités possibles le travail dans le cadre du Covid-19. Et donc, a publié des guides tels que le protocole national du déconfinement. Et on voit au travers de ce protocole et des guides métiers que priorité est faite aux moyens de protection collectif, puisqu'on a deux types d'équipements, il y a la protection collective et la protection individuelle. Le gouvernement souhaite vraiment encourager la protection collective, c'est-à-dire celle qui est applicable indistinctement à tous les salariés. Et la protection collective phare du Covid-19, eh bien, c'est le télétravail. Maintenant, s'il n'est pas possible, évidemment, d'autres types de protection collective sont prévus, tels que la réorganisation des espaces de travail, la jauge d'espacement qui préconise 4 mètres carrés par personne. Voilà. Et si ces protections collectives ne permettent pas les mesures de distanciation exigées par les gestes barrières, dans ce cas-là, l'employeur est tenu de fournir à ses salariés des équipements de protection individuelle. Alors, je souhaitais interroger un peu Michael sur quel type de mesures de prévention et d'équipements de protection collectif il faudrait prévoir. Eh bien, est-ce que vous avez des exemples, soit dans le tertiaire, soit dans les magasins de commerce, encore une fois? Oui, alors tout simplement, dès lors qu'on a des portiques ou des tourniquets, si on peut les supprimer, on va essayer de les supprimer pour éviter effectivement tout contact. On va faire un inventaire des portes que l'on peut laisser ouvertes. Il y a des portes qu'on peut laisser ouvertes dans une société. On va essayer de les laisser ouvertes pour éviter effectivement de pouvoir les toucher. Et j'étais dans une société il y a pas longtemps, enfin cette semaine d'ailleurs, où en fait ils ont mis en place une sorte d'appareil pour attraper la poignée pour éviter effectivement de toucher avec la main. Donc effectivement, on peut essayer de mettre en place des petites mesures comme ça. Pour les sanitaires, on va prévoir des lavabos, des distributeurs de savon et de papier essuie-main automatiques avec cellules de détection pour éviter effectivement à un moment donné d'avoir un contact. On devra limiter le nombre de personnes à avoir aussi bien dans les sanitaires que dans les vestiaires. Pour les open space, on va revoir le planning. On va essayer de mettre les personnes en quinconce, en diagonale, avec au minimum cet espace, effectivement, cette jauge de 4 mètres carrés. On va mettre éventuellement un film de protection sur le clavier, si on peut, sur l'ordinateur, sur le téléphone portable, pourquoi pas. On va nettoyer son bureau de travail éventuellement s'il n'est pas, enfin s'il n'est pas individuel quelque part, parce que des fois effectivement il y a d'autres personnes, donc on évitera effectivement
de donner son bureau à quelqu'un d'autre. Et si on ne peut pas faire autrement, il faut à tout prix mettre un protocole de nettoyage. Pour les lieux de convivialité, par exemple, il faudra déterminer des heures pour aller en pause. Vous voyez, prévoir plusieurs services, si possible, étendre les lieux de convivialité. Il y a peut-être des bureaux actuellement qui sont laissés vacants du fait du télétravail. On va peut-être les réquisitionner pour, effectivement, pourquoi pas, aller manger à l'intérieur, toujours en gardant, effectivement, cet espace minimum de 4 mètres carrés. On va pouvoir utiliser éventuellement les salles de réunion, vous voyez. Pour les commerces, par exemple, on pourra mettre en place un sens de circulation en séparant les entrées des sorties, en indiquant et en affichant les priorités. Une personne entre, une personne sort. On mettra un sens unique dans les allées les plus étroites et on va limiter le nombre de clients pouvant entrer soit dans l'établissement, soit dans un commerce, etc., etc. Donc voilà quelques exemples concrets, effectivement, de choses qu'on peut mettre en place et assez facilement. Merci, Michael. Je crois que nous essayons de faire interagir un petit peu le juridique et aussi l'opérationnel. Je crois qu'on va aussi assez rapidement passer sur les obligations qui pèsent sur les salariés pour rebondir sur les sanctions pénales, car je vois que le temps tourne très très vite. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que le Code du travail impose également aux salariés non seulement de veiller à sa propre sécurité, mais également à veiller à la sécurité de ses collègues de travail. Et c'est l'article L4122.1 du Code du travail qui l'impose. Sur ce fondement, la jurisprudence a pu retenir la responsabilité personnelle des salariés, notamment dans le cadre des risques psychosociaux. C'est peut-être un élément d'information qu'il faudra porter à la connaissance des collaborateurs, car si on pouvait constater une certaine légèreté dans le respect des préconisations, il faut savoir que l'employeur peut être responsable civilement et pénalement, mais les salariés vont également pouvoir voir leur propre responsabilité mise en jeu, et donc il est important qu'ils en prennent compte. Le salarié aussi a une alerte parce qu'il est dans un cadre, il a un motif raisonnable d'imaginer qu'il est exposé à un danger grave et imminent. Il a aussi l'obligation d'en avertir l'employeur. Maintenant que nous avons vu les dispositions légales et la soft law, nous vous proposons de regarder de plus près les sanctions qui sont prévues tant par le Code du travail que par le Code pénal, et, en étant extrêmement vigilant en fait que les dispositions servent de fondement aux condamnations pénales. Donc, je passe la parole à Élise qui va nous donner tout d'abord les sanctions du Code du travail, ensuite les sanctions pénales, avec celles qui nous paraissent les plus adaptées malheureusement au sujet Covid. Oui. Alors, pourquoi on vous a listé toutes ces mesures de prévention prévues par le Code du travail? Eh bien, parce que la majorité des mesures qu'on vous a listées eh bien, entraînent une sanction pénale qui est précisément prévue par le Code du travail. En effet, les mesures sur les équipements de protection individuelle, sur les agents biologiques ou encore sur les documents de sécurité sont toutes sanctionnées pénalement par le Code du travail. Et dans ces conditions, peuvent entraîner une poursuite, un procès-verbal établi par l'inspection du travail et pourquoi pas une poursuite sur cette base devant le tribunal correctionnel. Mais plus encore, le non-respect de ces mesures de prévention peuvent générer une condamnation au titre du Code pénal. Absolument. Et là, on va voir que nous avons un certain nombre de délits qui apparaissent sur notre écran et on en voit 3. Et je me demande, Élise, lequel vous verriez le plus facilement appliqué dans un cadre comme celui du Covid? Alors, pour moi, sans conteste, aujourd'hui, le délit qui pourrait être le plus utilisé serait le délit de risque causé à autrui. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne vient pas sanctionner une contamination, on vient sanctionner le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure. Alors, après, il faudra démontrer que le Covid-19, et ça c'est les praticiens qui le feront, expose à un risque immédiat de mort ou de blessure. Mais si c'était le cas, pour engager la responsabilité pénale d'un employeur sur ce fondement, il faudrait pouvoir démontrer
une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Or, comme on l'a rappelé en partie numéro 1, toutes les obligations qu'on vous a listées sont citées par la loi ou le règlement et donc peuvent entraîner l'application de ce délit à un employeur. Eh bien, c'est déjà inquiétant. Et des deux qui restent, comment vous les voyez appliqués dans le contexte du Covid? Alors, à ce stade, pour l'instant, je ne vois pas forcément un engagement très facile sur le fondement du. Alors, ces deux délits sont les suivants, c'est blessure involontaire ou homicide involontaire. Et pour l'instant, je ne vois pas aisément un salarié pouvoir démontrer que sa contamination au Covid-19 ou à ses ayants droit, si cette personne est malheureusement décédée, que sa contamination est due à son travail en fait. Donc aujourd'hui, le lien de causalité se pose vraiment et je ne vois pas la possibilité d'engager la responsabilité des employeurs sur ce fondement. Mais Élise, imaginons que l'application Stop Covid permette de démontrer un lien de causalité. Ah oui, alors. L'employeur pourrait alors faire l'objet de poursuites, ce d'autant que j'ai vu que la loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire du 11 mai semble avoir tenté de freiner des engagements de responsabilité. Donc, il y a bien un débat sur ce sujet. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison, parce qu'avec l'application Stop Covid, alors on ne sait pas trop comment ça va encore se mettre en place, mais on va pouvoir permettre de tracer les éléments de contact ayant pu générer une contamination. Et là, dans ce cas-là, oui, ça peut être plus problématique pour les décideurs et notamment pour les employeurs. Alors, pour tenter de rassurer ces décideurs et ces employeurs, le législateur a pris en compte leur inquiétude et a modifié l'article 121.3 du Code pénal, qui est un peu la pierre angulaire en matière d'infraction non intentionnelle. Et cet article 121.3 est modifié dans les conditions suivantes. Il est donné instruction aux magistrats de juger les personnes poursuivies en tenant compte de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient pendant l'état d'urgence sanitaire. En effet, aujourd'hui, on est totalement dans l'incertitude. Est-ce qu'une mesure de prévention aujourd'hui sera la bonne demain? Donc, il faut vraiment tenir compte, in concreto, des pouvoirs et des connaissances qu'avait l'employeur à l'époque de l'éventuelle contamination. C'est important. Mais Élise, est-ce que vous pensez que c'est dans la droite ligne de la jurisprudence actuelle, la jurisprudence pénale vis-à-vis de l'employeur? Alors, c'est un peu ça la problématique, parce qu'on essaye d'assouplir les règles, mais on est face quand même à une chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de droit pénal du travail qui est aujourd'hui extrêmement sévère vis-à-vis de l'employeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où l'employeur a commis une faute qui est susceptible d'être en lien de causalité avec le dommage du salarié, qu'il soit en lien direct ou indirect d'ailleurs, la simple faute va amener systématiquement la condamnation de l'employeur. La seule manière pour un employeur de s'exonérer, c'est de démontrer que le dommage du salarié a été causé par la faute exclusive du salarié. Donc, est-ce que la modification de l'article 121.3 va permettre un certain recul et une certaine douceur de la chambre criminelle? On n'en est pas certain. Merci Élise. Dernière question sur la responsabilité pénale. Qui peut être poursuivi, mais également qui poursuit? Bien sûr, ça c'est essentiel. Alors, qui peut être poursuivi? D'une part, la personne morale, bien évidemment, qui est responsable des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. Ça pourra également être le chef d'entreprise ou son délégataire de pouvoir, le chef d'entreprise étant généralement le dirigeant de l'entreprise, à moins qu'il ne délègue ses pouvoirs via une délégation de pouvoir à un salarié compétent. Mais on pourra également voir poursuivi, pourquoi pas, un salarié qui aurait été grossièrement négligent ou qui aurait manqué à une des règles prescrites par le Code du travail. Qui initie l'action? Eh bien, c'est ça le problème, c'est que beaucoup de personnes sont susceptibles d'initier une action pénale. Alors, bien évidemment, il y a l'inspection du travail par voie de procès verbal qui va demander au parquet de poursuivre l'entreprise. Mais également,
on peut imaginer qu'un salarié, une organisation syndicale ou bien encore le CSE viennent poursuivre l'entreprise ou son chef d'entreprise devant le tribunal correctionnel, soit par voie de citation directe, soit en alertant directement, l'inspection du travail, la directe, qui déclencherait un contrôle, voilà, en vue de poursuivre l'entreprise. Merci beaucoup, Élise. J'attire donc l'attention, et je crois qu'on l'a vu à travers des jurisprudences récentes, lorsque l'inspection du travail ou la directe commence à s'intéresser à l'entreprise, à vous, il ne faut absolument pas la prendre à la légère. Et il faut écouter absolument ce qu'elle dit et ce qu'elle demande. En effet, on l'a vu dans Amazon, les condamnations sont intervenues après plusieurs alertes données par l'inspection du travail. S'affiche maintenant, et là on vous les laissera en souvenir, les peines qui touchent les personnes physiques et les personnes morales sur les délits que nous avons évoqués tout à l'heure. Vous voyez que c'est quand même relativement dissuasif et il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'amendes peuvent être prononcées en les multipliant par le nombre des salariés concernés. Donc, on est quand même dans des cas où ça peut coûter assez cher en entreprise. Donc, voilà, pour tout le volet pénal, nous l'avons, je crois, évoqué. Nous n'avons sans doute pas le temps, mais nous vous laissons les slides qui vous présentent les sanctions civiles et notamment tout le corpus des accidents et maladies professionnelles. Il y a là pour l'instant un grand débat pour savoir si le Covid va rentrer dans les accidents ou les maladies professionnelles, non seulement pour les personnels soignants, puisque Olivier Véran a pour l'instant indiqué qu'une prise en charge pourrait être automatique pour ces derniers. Pour d'autres commentateurs, ils sont très divisés car cette législation est très lourde et surtout très coûteuse pour les employeurs, donc elle ne bougera pas de façon, à mon avis, trop immédiate et de manière consistante. Mais je pense qu'un employeur qui serait face à une déclaration d'accident du travail devrait la prendre en compte immédiatement, quitte à faire toutes les réserves possibles, de manière à ne pas se trouver démuni alors qu'il devra se défendre sur la fameuse faute inexcusable, qui est déjà un corpus très connu et qui a été développé par les fameux arrêts amiante dont on a parlé tout à l'heure dans les années 2002. Il faut également évidemment faire attention à tous les autres risques possibles et notamment aux demandes de dommages et intérêts qui pourraient être sollicitées par les salariés ou leurs ayants droit. Voilà, nous avons terminé notre présentation à peu près dans les temps, je crois, puisqu'il est 14h58 et qu'on avait commencé avec quelques minutes de retard. Donc, je repasse la parole à Mélisse, si elle est parmi nous, ou à Catherine. Ah, je n'entends pas. Catherine, on ne vous entend pas. Ah, là, vous m'entendez? Oui, ça y est. En tout cas, merci beaucoup au cabinet Racine et à vous trois pour une excellente prestation qui, pour ma part, m'a beaucoup appris de choses. Je pense qu'on est au bout de l'heure. Je ne sais pas si vous avez quelques minutes pour ceux qui peuvent rester pour répondre aux questions. Oui, tout à fait. Nous, on est disponible pour répondre aux questions s'il y en a. Moi, je ne pourrai pas, je risque de vous quitter parce que j'ai un call immédiatement après, mais je vous remercie. J'ai trouvé ça d'une pertinence, une grande pertinence pour nous et à très bientôt. Merci. Merci Catherine. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Carla, est-ce que vous pourriez nous passer, effectivement, la présentation était très, très, très intéressante et particulièrement dense. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous passer les slides parce que, effectivement, pour pouvoir se souvenir un peu de tout ce qui a été évoqué, passer en revue si on a bien respecté vos consignes au sein de nos entreprises. En tout cas, pour ma part, ça me serait bien utile. Absolument. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les transmettre à Mélisse, qui ainsi pourra les transmettre à tous les participants, ceux qui n'ont pas pu se connecter et qui pourraient être intéressés par cette matière. D'accord. Merci beaucoup. Je les adresserai à tous les inscrits au webinaire. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Nous vous écoutons.
est-ce que, à cause de cette crise du Covid, il y aurait des dispositions spécifiques à prendre ou à rajouter dans les délégations de responsabilité existantes? Ah, je pense que oui. Qu'en pensez-vous, Élise? Moi, je pense qu'effectivement, déjà, il faut regarder quelles sont les délégations que vous avez et comment elles sont rédigées. Oui. Et je pense qu'effectivement, parce que les délégations de pouvoir sont finalement un miroir, le miroir des mesures qui demandent de mettre en place aux salariés qui reçoit la délégation de pouvoir. Donc, clairement, il faut déjà vérifier que les gens sont formés, que les gens qui ont la délégation de pouvoir ont la formation nécessaire pour l'accepter et qu'ils ont les fameux moyens. C'est toujours des questions qu'on a l'air de trouver très théoriques quand nous rédigeons des délégations de pouvoir, mais là, elles vont être extrêmement pratiques. Donc, il va falloir impérativement faire une comparaison du poste de la personne, de la façon dont il est capable de prendre en charge cette délégation de pouvoir et de la rendre effective. Sinon, vous savez bien, comme dans tous les domaines, la délégation de pouvoir, elle risque d'être inopérante. Et lorsqu'il y a une délégation en matière d'hygiène-sécurité, il semblerait que ce soit la personne délégataire de pouvoir en matière d'hygiène-sécurité qui serait responsable pénalement de toutes les mesures de prévention qu'on a pu lister. Mais peut-être qu'en effet, prévoir une formation supplémentaire de cette personne au risque Covid-19. Je crois que clairement, je ferai une formation spéciale et spécifique et je la mettrai d'ailleurs dans la délégation en disant qu'il l'a fait. Et après, il faut voir aussi si dans votre entreprise, vous avez peut-être un référent prévention ou alors est-ce qu'il faut le nommer, d'accord, de manière particulière, soit en interne, soit si vous ne l'avez pas, vous faire adjoindre une entreprise externe, en sachant aussi que lorsque toutes ces personnes sont formées, il est très intéressant d'y adjoindre la médecine du travail, les autorités de santé, parce qu'au moins vous pourrez faire valider que vos protocoles sont en ligne avec ce qu'attend le gouvernement actuellement. Comme on est en train d'appliquer des règles qui viennent d'être prises, donc on a quand même extrêmement peu de recul. Hein. Donc il peut être utile de se faire un peu assister dans la rédaction des formations, par exemple, et ensuite de transcrire dans la délégation de pouvoir en indiquant que ces personnes ont pu suivre et vont continuer à suivre une formation spécifique au-delà de celle qu'ils ont globalement pour leur délégation hygiène et sécurité. Merci beaucoup. C'est ce que je pensais, effectivement. Juriste, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'on est un petit peu peut-être très précautionneux, mais quand on a vu les jurisprudences récentes qui sont sorties, on se fait vraiment peur quand même, hein, quand on les lit. Certaines, bon, il va y avoir des appels, on va attendre les décisions d'appel et les étudier avec beaucoup d'attention, mais on est quand même là en train d'appliquer le lendemain la jurisprudence de la veille. C'est toujours un peu risqué, mais c'est la dure tâche des juristes, hein, de travailler sur un terrain un peu risqué. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Sinon, moi, j'ai encore une question, moi. Oui. Désolée, je pose toujours les mêmes. On a parlé de l'information qui doit être communiquée à tous les collaborateurs, à tous les directeurs, enfin à tout le monde. Est-ce qu'il y a un formalisme particulier? Parce qu'en fait, il y a les entreprises qui sont, comme tu le disais, hein, Carla, qui sont modernes et qui communiquent via un réseau workplace qui est Facebook Entreprise, qu'on va consulter ou pas. Alors, théoriquement, le collaborateur est censé aller prendre les informations sur son réseau interne workplace, mais en fait, il n'est pas obligé non plus. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faudrait un formalisme complémentaire pour être certain que tout le monde a eu l'information? Je ne sais pas, j'allais dire techniquement, je suis trop au point sur la technique informatique, mais je pense que s'il faudrait avoir à mon avis, il faudrait avoir un traçage qui permette d'assurer l'effectivité de la communication. Alors, si je peux me permettre, effectivement, il faut une traçabilité, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites une formation, il faut une fiche pédagogique. Vous voyez, la fiche pédagogique qui va vous dire de quoi vous parlez. Le fait, effectivement, de faire ça de façon un peu dématérialisée, devant un écran, c'est, à mon sens, pas suffisant. Élise le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire sur le poste de travail. À partir du moment où vous êtes chez vous et à la limite vous regardez, vous tapez sur une touche pour dire que vous avez pris l'information, je suis pas persuadé que ce soit suffisant quelque part. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis complètement d'accord. Sinon, tu n'arriveras pas, Elisabeth, à démontrer que les fameuses mesures de prévention, tu les as prises de manière effective et tu les as assurées. Non, puis même, en fait, quand on vous dit
qu'il faut bien mettre ses gants ou mettre son masque, il faut que la personne le teste, le fasse. Vous voyez, si elle est devant un écran, elle le fera jamais ou elle le fera mal. On pourra pas juger de la pertinence de la formation ou de l'information qu'on a pu donner, quoi. Surtout qu'on sait très bien aujourd'hui que, moi j'ai mis un masque, mais apparemment faut pas mettre les mains sur le masque ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut une remise en contexte obligatoire avec quelqu'un qui montre comment doivent se passer les choses. D'accord. Papier ou un mail ou une vidéo, même si c'est très bien, je suis pas sûre. Quand on voit dans la jurisprudence Renault, ils sont vraiment condamnés parce qu'ils n'ont pas fait une formation pratique sur le poste de travail. D'où finalement une adaptation en fonction de l'activité et de la capacité des personnes à comprendre et à mettre en œuvre les mesures. Effectivement, on peut avoir dans certaines entreprises des personnes plus ou moins, indisciplinées. Voilà. C'est là où ça va être peut-être le plus compliqué à mettre en place. Merci beaucoup. Je t'en prie. Très bien. Je n'ai plus de questions. Non, mais tu peux te poser toutes les questions. Hein. On est là pour ça. Tu sais, on se nourrit réciproquement des expériences du terrain là. Mais écoutez, si on n'a plus de questions, nous vous remercions de votre écoute. Nous sommes tout à fait ravis de pouvoir collaborer avec vous et d'avoir fait cette réunion compliance avec le cercle Montesquieu, avec les méthodes modernes de partage, à défaut de pouvoir se rencontrer physiquement, ce que nous espérons pouvoir faire bientôt. Bien, écoutez, au revoir à tous dans ce cas. Au revoir et merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir à tous. Au revoir.